Bonjour et bienvenue dans votre magazine quotidien de l'innovation. Alors pour ce premier vendredi de l'année, je vous ai réservé une surprise. Je recevrai tout à l'heure la docteure en psychologie qui a travaillé sur la création du jeu phénomène Fortnite. C'est elle que l'on retrouve derrière les mécaniques bien huilées du succès planétaire d'Epic Games. Nous découvrirons au fil de son interview les coulisses de son métier, mais également son savoir-faire sur l'expérience cognitive ou encore ses convictions sur l'éthique du jeu. Et puis je l'interrogerai évidemment sur ce qui se passe dans le cerveau d'un gamer. Mon invitée exceptionnelle s'appelle Célia Audan, c'est une Française installée en Silicon Valley. Elle a accepté de passer par Smartech à l'occasion d'un voyage personnel. Mais avant de la découvrir, je vous propose un débrief de l'actu tech avec Tariq Krim et Maître As, deux personnalités engagées, chacun à leur façon, sur les débats qui traversent la société numérique. Et puis, en conclusion de cette édition, nous partirons dans l'espace pour notre rendez-vous hebdomadaire à la découverte d'un mystère, une 9e planète peut-être. Mais tout de suite, donc, place au débrief. Donald Trump, la 5G, l'Europe numérique, c'est parti pour le débrief de l'actu en 2021 avec mes commentateurs très smart. Tariq Krim, un des entrepreneurs emblématiques du web, fondateur de NetVibes, Joli Cloud ou encore Polite, et Maître Gérard As, avocat et cofondateur des Jurisnautes. Alors bonjour à tous les deux. D'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci beaucoup. Alors, on peut peut-être démarrer par là d'ailleurs. Quel serait votre vœu le plus fort pour 2021 dans la tech? Tariq Krim. Alors, au-delà de la tech, je pense que tout le monde a un peu le même vœu, c'est qu'on sorte de cette situation un peu délétère dans laquelle on est depuis un an maintenant. Laquelle? Parce que... Je parle évidemment du virus et d'une certaine manière, le vœu que je fais, c'est que cette année, on a vu une accélération incroyable dans le numérique. Finalement, on a tout transformé, le télétravail s'est normalisé, les téléconsultations, enfin tout ce qu'on pensait, tout ce qui devait prendre 10 ans et énormément de travail marketing s'est fait en quelques mois. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est de s'assurer que déjà tout le monde ait accès à ces technologies et surtout qu'elles soient faites de manière éthique et, espérons-le, que des vrais professionnels soient à la tête des différents services de l'État pour assurer cette transition. Des gens qui savent faire, quoi. Absolument. Maître As, votre vœu pour 2021? Alors, pareil, sur l'angle que nous avons vécu en fait une période qui a été trouble, mais qui a montré aussi la force du numérique. Et justement, mon vœu, ça serait qu'il n'y ait pas de fracture numérique en France. Parce que on va parler de questions. Alors, il y a différentes fractures en même temps. Oui, mais surtout les connexions. C'est-à-dire qu'il y a des zones blanches en France encore. Il y en a 3300. Et en fait, c'est un vrai problème pour pouvoir se développer. Le click and collect, etc., ça ne peut être possible que dans la mesure où il y a des connexions. Et donc là-dessus, ça serait mon vœu, c'est que l'on ait une France connectée et prête à répondre en fait à tous les défis qui vont être posés. Alors bon, ça fait le lien avec le premier sujet, c'est quand même le lancement de la 5G en France. Est-ce qu'on peut considérer que les polémiques sont derrière nous? Tariq Krim. C'est une bonne question. Je crois que il y a eu, je crois qu'il y a à la fois deux types de choses. Il y a le jeu politique. On avait eu ça malheureusement également dans le domaine du nucléaire, où en fait c'est un sujet porteur, donc certains politiques l'ont utilisé pour se faire un nom. C'est simple en fait de récupérer ce sujet, c'est ça? C'est simple, mais je pense que ça a été politisé dans les deux cas. Je pense qu'une grande partie des choses qu'on a dit sur la 5G ne sont pas vraies. De toute façon, la 5G, en tout cas aujourd'hui, c'est une mise à jour de la 4G. Il y aurait dû avoir un travail de l'ARCEP. Je pense que l'ARCEP n'a pas été très bonne là-dessus, donc le régulateur des télécoms. Mais de l'autre côté, derrière la question de la 5G, je pense que la question qui sous-tend, c'est celle de savoir dans quel monde numérique va-t-on. Un monde où on est de plus en plus connecté, où les données qui sont collectées à notre insu sont utilisées dans des domaines qu'on ne sait pas. Prenons le cas du Health Data Hub, où les données de santé vont être transférées chez Microsoft. Pourquoi ? Qui va y avoir accès? On a vu récemment... Est-ce que les États-Unis pourront avoir la main dessus? Absolument, mais prenez le cas de Singapour qui vient d'annoncer que les données collectées dans le cadre du Covid pourraient être utilisées par la police. Donc on affirme des grands principes et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'un point de vue de la vision de la technologie, parce qu'on en parlera sûrement, mais je pense qu'on est aujourd'hui dans une logique de surplus d'innovation. La plupart des choses que l'on a sont marginalement meilleures que ce qui existait avant. On a tous un super téléphone, une super caméra, une connexion DSL, fibre.
Donc ça devient très difficile de vendre aux gens le monde d'après. Et donc la vraie question, c'est de savoir quel monde numérique veut-on. Est-ce que c'est un monde de savoir, de connaissances, d'éthique, ou est-ce que c'est un monde où on est, en fait, notre cerveau est un tableur Excel dans lequel on peut piocher les données du matin au soir. Alors ça va être une sacrée mission du coup pour la nouvelle présidente de l'ARCEP, Laure de la Raudière. Hein. C'est une question de régulation finalement, Gérard Haas. Je voudrais simplement sur la 5G déjà revenir parce qu'il y a un problème quand même qui est majeur. D'abord, le débat a été un peu tronqué. C'est-à-dire que quand on est face à des craintes, il faut les lever. Et les lever tout de suite. Donc il y a un problème avec la 5G, des conséquences que pourraient avoir sur la santé les ondes électromagnétiques. Pourquoi il n'y a pas un véritable rapport qui est mis en place en disant ben voilà les risques ou pas. Donc ça serait déjà un premier point. Il y a des rapports, il y a des mesures, oui. Et d'ailleurs dans cette émission on présente des mesures régulièrement et effectivement le chantier est ouvert. Hein. Travaux en cours là aussi. Il y a des travaux en cours, mais ça veut dire pourquoi je dis ça, c'est parce que la 5G était inévitable. On peut pas aller, on n'est pas des Amish, et donc c'est inévitable. Elle est aussi un enjeu, puisque les Jeux Olympiques de 2024 en France, la réponse ce sera pour pouvoir être, si vous voulez, connecté avec le monde, présenter des images, et donc la vitesse est un enjeu, ce sera avec la 5G. Le problème qu'il y a, c'est que pour pouvoir, si vous voulez, se développer, la 5G a besoin de poser des antennes. Or, les antennes, c'est dans des métropoles qu'elles vont être placées. Et aujourd'hui, il y a un courant écologiste qui, en fait, est réticent à cette implantation. Donc, on est en train de semer un retard qui pourra être préjudiciable. Donc, là-dessus, si vous voulez, c'est le vrai enjeu de la 5G. Et derrière ça, la question qui est très intéressante du numérique soutenable. Donc il faut accélérer, si vous voulez, les processus de telle manière à ce qu'on donne la bonne information et puis ensuite qu'on y va. Si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui... qu'on s'engage sur ces questions quand même soulevées par la société civile. Voilà, si vous voulez, en matière de numérique, c'est pas en avant et on reste derrière, c'est suivez-moi et on est devant. Alors, on va enchaîner parce qu'on a plein de sujets à brosser ensemble. Donald Trump bloqué par les réseaux sociaux, par Twitter, par Facebook, par Snapchat. Ça veut dire des opérateurs qui décident un jour... La neutralité du net est quand même un enjeu. De couper les comptes du président des États-Unis. Ouais. Ça vous inquiète ou ça vous rassure plutôt d'ailleurs ? C'est inquiétant au niveau des libertés, c'est inquiétant au niveau du droit sur la censure. Je ne permets pas et ça veut dire que l'opérateur privé a plus de poids que le politique aujourd'hui. C'est inadmissible pour les États démocratiques. On n'est pas en Chine, on n'est pas en Inde, on n'est pas dans des pays des dictatures. Et la neutralité du net, c'est quelque chose qui est fondamental et ne doit pas être entre les mains de sociétés privées. Après, ils respectent leurs engagements aussi, non ? Alors, la liberté d'expression, c'est quand même fondamental. Déjà, sur la question qui date juste de l'élection, il y a quelques jours, 2 jours, pardon, de Donald Trump. Sur les événements au Capitole, oui. Moi, mon analyse, c'est que Facebook est en train de paniquer. Les événements du Capitole qui nous ont tous choqués, enfin qui ont choqué les Américains, mais qui ont choqué la planète et qui ont choqué en fait le monde, ont été fomentés, amplifiés sur WhatsApp, Messenger, Facebook Groups et l'ensemble des services des réseaux sociaux. Donc ça veut dire que d'un point de vue de la loi, et là on verra, parce que je ne suis pas un spécialiste comme Gérard, ce coup d'État, ou en tout cas cette tentative de coup d'État a été fomentée sur ces plateformes. Et ça fait depuis plusieurs années, on l'a vu puisque la plupart des gens qui étaient présents au Capitole avaient des t-shirts QAnon, donc ce groupe conspirationniste, qui est exclusivement né sur Facebook, il faut le savoir. 78%, je crois, il y a une étude, des gens qui ont rejoint le mouvement QAnon aux États-Unis l'ont été suite à des recommandations de Facebook sur leur newsfeed. Donc il y a un vrai sujet. Et en même temps, il y a la question de la liberté d'expression. Je pense c'est une prise de conscience de Zuckerberg de sa responsabilité, c'est ça ? Je pense qu'avec les élections américaines et puis ce qui s'est passé depuis longtemps, de toute façon, Trump, depuis très longtemps, depuis le jour où il a dit qu'Obama n'était pas américain, avait utilisé, commencé à utiliser, en fait, ça a été la version, l'incubation de son modèle politique d'utiliser les réseaux sociaux. Mais sur la question des réseaux sociaux, il y a 2 choses. C'est la liberté d'expression, aux États-Unis en tout cas, et ce qu'on appelle le right to amplify, et la liberté d'amplification. C'est pas parce que vous pouvez dire ce que vous voulez que la plateforme doit l'amplifier et la mettre devant chaque écran.
Et là où je pense qu'il y a un vrai Mais alors sujet. là, on n'est plus dans l'amplification, là, on coupe tout, on éteint la lumière, c'est terminé, plus Oui, de compte. mais je pense qu'il y a effectivement, et c'est pour ça que je pense que Facebook panique, et d'ailleurs une de mes prédictions, parce qu'on est en 2020, c'est aussi... 21. 2021, Ça y est. pardon. On est à la fin d'une année, mais aussi à la fin d'une décade. Je crois vraiment que dans 10 ans, pour la première fois, je pense que Facebook n'existera pas dans les 10 ans qui viennent. Tous les autres GAFAM ont réussi à se consolider dans des domaines. Facebook s'est concentré en fait dans le domaine de l'intimité. Alors ça, je voudrais qu'on l'inscrive. Donc, prédiction de Tariq Krim, Facebook n'existera plus En tout dans cas, 10 sera ans. MySpaceisé, puisque c'est ce qu'ils avaient d'ailleurs fait à MySpace. Disons qu'on dit ça aussi. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, on a le système Et d'exploitation. d'ailleurs, il y a 2 ans, Tariq Krim, vous avez écrit une tribune pour nous dire que la France s'était vendue aux GAFAM. Donc, vous pensez qu'on va sortir de cette dépendance, alors? Je pense que la décennie qui vient est une décennie politique, géopolitique et juridique. Les technologies existent, la question n'est plus de savoir qui les fait, quelles sont-elles, la voix, l'IA, enfin tout ce qu'on a, toute la téléphonie 5G, la voiture autonome. La question maintenant, c'est de savoir qui collecte les datas, dans quelle juridiction, aux États-Unis, en Chine, en Europe. Et le fait que l'Europe, avec les projets de Thierry Breton sur les données, se mettent en place, il a très bien compris que l'Europe doit juridiquement définir sa différence. Alors, en Europe, c'est voilà comment ça marche. L'autre actu importante Absolument. de 2021, c'est ces 2 règlements, Digital Service Act et Digital Market Act. Gérard Arras, ça c'est vraiment votre domaine, là, pour le coup. Oui, c'est la alors, régulation c'est très à l'européenne, c'est-à-dire on dit finalement, on c'est ce qu'on sait faire, on impose des règles. Oui, vous savez, c'est un petit peu ce que disait Luc Ferry. Il avait écrit un papier dans lequel il disait « En France, on n'a pas inventé les GAFA ». Mais en fait, on a inventé les autorités de régulation. En l'espèce, c'était la CNIL. C'est très bien que l'Europe ait repris la main sur sa souveraineté numérique. Et au-delà de On sa ne l'a pas souveraineté... encore reprise, on a l'intention de la reprendre, non? On l'a reprise quand même avec le RGPD, avec en fait tous les points, les sanctions qui ont été mis en place. Aujourd'hui, en fait, il y a un vrai débat sur la circulation des données. C'est un vrai enjeu. Et donc, c'est vrai si on a été en retard sur le cloud, si on a été en retard avec le big data. En revanche, sur la manière de la circulation des données, on a quand même un terrain d'avance puisque tout le monde nous copie. Ça, c'est déjà un premier point. Et Mais tout le monde tout dit n'est pas fait, hein. DSA, DMA, là j'en parle, mais Oui. c'est pas encore finalisé. C'est en cours, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'on va plus entendre, on va pas attendre que les usages soient créés pour intervenir, on va aller dès le départ. Et donc là, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant, puisqu'on pourra faire des enquêtes dès le départ et essayer de regarder s'il y a cette transparence, ces informations et comment ça se passe. Donc là, il y a quelque chose qui est bien. Et puis, il fallait réguler là-dessus, parce qu'il n'y avait pas, si vous voulez, de moyens pour pouvoir engager la responsabilité de ces plateformes. Il faut voir aussi que nous sommes dans une société de risque qui a oublié les responsabilités. Et donc, c'est très bien qu'on les retrouve et on se donne les moyens. En plus, si vous voulez, on a quelqu'un, comme disait tout à l'heure Tariq, c'est ce phénomène d'avoir des gens qui viennent de la société civile, qui ont une connaissance des secteurs et qui vont pouvoir être véritablement force de proposition. Thierry Breton, avec Atos avant, il sait un petit peu l'enjeu qu'il y a derrière ça. Et donc, ces mesures sont très bonnes. Et donc, c'est ça le grand avantage. Je dirais qu'en 2020, le tournant aussi, c'est cette reprise. 2021, messieurs. Non, mais je dis en 2020, il y a eu les premières sanctions qui ont été mises en place. Et en fait, tout ça a été mis en place en 2020 parce qu'on s'est rendu compte de la force du numérique. Et 2021 devrait être ce prolongement et beaucoup de choses vont être consacrées. Bon, et on prolongera ces discussions, on essaiera de se faire des débriefs ensemble assez régulièrement. On va dire que les mots de l'année, c'est régulation, quand même souveraineté et éthique dans le numérique. Merci beaucoup Tariq Krim et Gérard Arras pour ce premier débrief 2021. C'est l'heure de la grande interview psy avec Célia Audan. Célia Audan est docteure en psychologie, c'est-à-dire chercheuse, et sa spécialité, c'est l'application des sciences cognitives à l'ergonomie des jeux vidéo en particulier. Elle a officié notamment chez Ubisoft, LucasArts, mais un jeu plus que tout autre, je dirais, a mis son expertise sous les feux des projecteurs, c'est Fortnite. Bonjour Célia Audan. Bonjour, ça va bien ?
Très bien, merci beaucoup et merci de prendre le temps de vous arrêter nous voir parce que je sais que vous n'étiez que de passage à Paris pour des raisons personnelles, pour les fêtes en fait. Oui. Et merci aussi d'accepter de rester jusqu'à la fin de cette émission. Alors c'est vous donc que l'on retrouve notamment derrière l'expérience utilisateur redoutablement efficace du succès d'Epic Games. Le but de votre travail, c'est de rendre l'expérience du jeu plus intuitive pour les joueurs. Mais en quoi ça consiste exactement? Si vous pouviez nous décrire sur quoi vous avez travaillé au moment de la création de Fortnite, sur quoi on vous a sollicité en particulier? Oui, alors c'est un petit peu compliqué. Je vais essayer de résumer ça le mieux possible. Mon travail, c'est un petit peu de prendre en compte les limites de notre cerveau quand on interagit avec quelque chose. Une expérience se passe dans notre cerveau, que ce soit l'expérience de regarder cette émission, l'expérience d'un jeu vidéo, d'un livre ou quoi que ce soit. Et notre cerveau a des grandes performances, mais aussi de grandes limitations. Ou de limites, pardon, j'ai tendance à angliciser beaucoup de termes. On a beaucoup de limites en termes de perception, d'attention, de mémoire, par exemple. Et donc, mon rôle, c'est de prendre cela en compte. Et quand on conçoit une interface ou une expérience ou un jeu vidéo, de prendre tous ces éléments en compte pour éviter que les joueurs se retrouvent à ne pas comprendre ce qu'il faut faire ou à être un petit peu emmêlés avec les contrôles, parce que dans les jeux vidéo, on a beaucoup de contrôles assez compliqués, comprennent les règles du jeu, comprennent comment progresser quand ils échouent ou quand ils meurent. Donc c'est tout ça, donc c'est ce qu'on appelle l'utilisabilité, faire en sorte que le système soit facile à utiliser, mais aussi, comme un jeu vidéo, c'est une expérience qui doit être divertissante, que ce jeu soit engageant, donc qu'il soit intéressant, qu'on ait envie de découvrir, de progresser, etc. Et c'est ça la différence entre une bonne expérience utilisateur et une mauvaise? C'est un outil qu'on va comprendre ou pas? Absolument. Alors, ça va dépendre de quoi on parle. Si on parle d'un outil, une bonne expérience, c'est que l'outil ne va pas être trop difficile à appréhender. Donc, par exemple, si on utilise Internet ou avec la pandémie, on a utilisé beaucoup de nouveaux outils pour rester en communication avec tout le monde. Mais est-ce que c'est facile d'utilisation ou est-ce qu'il y a des moments qui sont frustrants ou on ne comprend pas où est-ce qu'il faut cliquer? Une bonne expérience, c'est une expérience qui va être assez intuitive. Et pour qu'elle soit intuitive, ça ne se fait pas comme ça. Il faut un petit peu comprendre comment le cerveau appréhende l'environnement, donc comment on perçoit les éléments, comment on catégorise les choses, etc., etc. Donc une bonne expérience, c'est une expérience qui ne va pas avoir... On va essayer de retirer toutes les frictions, on appelle ça des frictions. Donc c'est des moments où on peut être frustré. Si on essaye par exemple d'ouvrir quelque chose et c'est pas facile, d'un point de vue physique, les ouvertures faciles enlèvent cette friction. Et ça, c'est d'un point de vue physique. Mon travail, c'est plus d'un point de vue cognitif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir comprendre l'interface, comprendre le système, comprendre comment il fonctionne. Et de quoi vous êtes le plus fier dans Fortnite? Déjà, le succès de Fortnite est assez incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais je suis assez fière d'avoir travaillé sur ce jeu, surtout parce qu'il offre quand même pas mal de diversité. Les personnages dans Fortnite ont plein de... Il y a plein de types différents par rapport, par exemple, au style vestimentaire, par rapport à la couleur de peau, par rapport au genre. Donc, c'est assez riche à ce niveau-là. Et c'est une expérience assez profonde. Fortnite, c'est pas juste Battle Royale, il y a un mode sauver le monde, c'est surtout le mode sur lequel Sauver le monde, c'est celui sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Oui, moi j'ai quitté Epic Games fin 2017, donc c'était surtout sur ce mode-là que j'ai travaillé, mais aussi le mode créatif, etc. C'est assez... il y a beaucoup de systèmes qui étaient difficiles à expliquer pour les joueurs et je suis assez fière qu'on ait réussi à rendre ce jeu qui est quand même assez complexe, assez facile, aussi facile d'accès que possible. Visiblement, oui, il a convaincu pas mal de monde. Est-ce qu'il y a une différence dans votre travail en fonction de la plateforme aussi sur laquelle on va jouer? Que ce soit une console, un PC, un mobile? Oui, alors... Est-ce qu'il y a des plateformes qui sont plus faciles que d'autres d'ailleurs? Alors ça va dépendre un petit peu de ce que l'on cherche à développer. Avec la plateforme vient les contrôles. On ne va pas contrôler un jeu sur console de la même façon qu'un jeu sur PC ou un jeu sur mobile. Donc les contrôles sur mobile sont très différents. Il faut qu'ils soient assez simples. On ne peut pas avoir l'interface est beaucoup plus petite qu'un jeu sur console où on va utiliser la télé. Donc l'interface est un peu plus grande et les contrôles sont assez séparés. Par rapport sur un PC, on va avoir une souris qui est beaucoup plus précise quand on veut viser quelque chose. Donc, l'aspect des contrôles va
changer considérablement l'approche qu'on va en avoir, mais aussi les conventions. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes conventions sur un PC que sur un téléphone, par exemple. On sait par exemple le mouvement de swipe où on glisse, c'est devenu une convention sur téléphone. Les gens savent qu'ils peuvent swiper à droite ou à gauche pour changer des éléments, sélectionner quelque chose. Sur ordinateur, ça ne va pas du tout être le même type de contrôle. On n'a pas les mêmes conventions. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les connaissances préalables. On sait qu'un utilisateur va avoir des connaissances préalables et des attentes particulières en fonction de la plateforme, mais aussi en fonction du type de produit. Donc, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Ça veut dire qu'en fait, tout votre travail, vous devez à chaque fois le repenser aussi en fonction du contexte du jeu. Oui. C'est beaucoup de temps passé. On sait que c'est très long de développer un jeu, mais on ne sait pas forcément quel est ce travail qui est réalisé sur l'expérience utilisateur et cognitif. Est-ce que la VR, la réalité virtuelle, ça simplifie les choses? Parce que finalement, on bouge avec notre corps, on réagit avec nos yeux. Alors oui, ça semble plus naturel, plus humain. Alors, ça peut être plus naturel d'un point de vue des contrôles si on a les gants. Effectivement, là, du coup, on peut voir ses mains et on peut évoluer dans l'univers. Mais il y a toujours le problème comment on interagit avec le système. Donc, il faut quand même une interface voilà, je rentre un peu dans les détails. Mais par exemple, sur un ordinateur, on a ce qu'on appelle en anglais un HUD, HUD. En français, on appelle ça affichage tête haute, donc on a une espèce de surface qui est par-dessus un texte en le surbrillance, en fait. Voilà, c'est comme là, en fait, le bandeau. Voilà. Sous mon nom, c'est une espèce de affichage tête haute. Dans un jeu vidéo, on a ça, donc on a le monde en 3D dans lequel on évolue, mais on a par-dessus une espèce des bandeaux où on donne des informations aux joueurs, par exemple le nombre de points de vie qui lui reste, les compétences qu'ils peuvent utiliser. Dans un jeu en VR, ça, on ne peut pas trop le faire parce que ça donne mal au cœur. Et on ne peut pas contrôler la caméra. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo, on peut parfois attirer l'attention. S'il se passe quelque chose ici et que le joueur est là-bas, on peut parfois contrôler la caméra ou on peut plus facilement attirer l'attention. Alors qu'en VR, les joueurs contrôlent complètement la caméra et s'il se passe quelque chose là alors qu'on est tourné de l'autre côté, les joueurs peuvent complètement rater ces éléments. Donc c'est pas forcément plus simple. Non, tout est compliqué, mais il n'y a pas une recette. Du pain sur la planche. Donc. Oui, ça. Alors tout à l'heure, j'ai employé le vocable redoutablement efficace de votre travail. Moi, c'était plutôt avec beaucoup d'admiration. Mais il y a aussi des parents qui sont très inquiets de cette efficacité de Fortnite auprès de leurs enfants, qui voient quelque chose de très addictif, qui crée une dépendance importante, parfois des renfermements. Qu'est-ce que vous dites à propos de ça, des critiques qui sont faites sur les jeux vidéo? Oui, c'est un sujet très très délicat. Alors déjà, on a un peu tendance à parler d'addiction de façon très très large. Une addiction, alors je ne suis pas du tout spécialiste en addiction, mais je discute quand même pas mal avec les addictologues. Une addiction, en général, c'est une rencontre entre un produit, une personne et dans un contexte particulier. Quand on parle d'addiction, c'est qu'il y a une souffrance derrière et qu'on va continuer à utiliser un produit, même si dans notre vie, ça nous crée énormément de problèmes et que ce soit au niveau de notre santé mentale ou de notre santé physique. Dans beaucoup de cas, dans les jeux vidéo, on peut voir des gens qui sont passionnés dans les jeux vidéo sans que cela affecte leur vie sociale ou leur santé mentale. Et le problème, c'est qu'on a un peu tendance à parler d'addiction, même si ce n'est pas un cas d'addiction. Et encore dans les jeux vidéo, c'est très, très débattu. Mais en sortant de ces précisions-là, ce qu'il faut regarder déjà, c'est... En ce qui concerne les enfants, c'est un petit peu plus compliqué parce que bien sûr, on s'inquiète que les enfants ne fassent que ça. Mais déjà, il faut voir, est-ce que les enfants, avec qui ils jouent, à quel type de jeu ils jouent, parce qu'il y a des types de jeux qui sont plus ou moins bienveillants ou plus ou moins adaptés pour différents âges des différents enfants. Et plus ou moins ouvert aussi, parce que finalement les jeux peuvent servir de support à des nouvelles relations dans la vie sociale de l'enfant. Oui, c'est ça qu'il faut regarder, c'est-à-dire que les enfants, même les adolescents et les adultes, quand ils jouent à des jeux vidéo, en général, ne jouent pas forcément tout seuls, ils jouent avec leurs amis, et c'est ça qu'il faut regarder. Les enfants, quand ils vont jouer, bien souvent, ils retrouvent leurs amis, et donc le jeu n'est pas simplement un lieu où on va passer du temps à jouer, mais aussi on va
retrouver nos amis, et c'est un peu comme la cour de récré, surtout dans des contextes comme en ce moment avec la pandémie, ça devient vraiment un lieu social. Donc ces éléments-là sont assez compliqués à aborder, mais quand on parle d'expérience utilisateur, nous, ce qui nous intéresse, c'est de rendre l'expérience la plus intéressante et la plus agréable possible pour les utilisateurs, mais on n'est pas du tout dans une optique business qui serait de bombarder les utilisateurs, les forcer à revenir ou les inciter. Alors il y a des pratiques quand même dans les jeux vidéo. Mais pas que dans les jeux vidéo. Non, mais puisque c'est votre sujet, on va parler de ça. Il y a des pratiques qui consistent quand même à faire en sorte que le joueur reste le plus longtemps et ait envie de se reconnecter le plus vite. Par exemple, quand on évolue avec une équipe et que l'équipe doit tout arrêter si jamais on va répondre à maman pour aller déjeuner, c'est un problème. Donc il y a quand même des pratiques. Est-ce qu'il y a en fait, ma question, c'est est-ce que quand vous travaillez sur ces mécanismes et quand les éditeurs de jeux travaillent là-dessus, est-ce qu'ils ont cette conscience de responsabilité sociale ? Alors oui, mais il faut bien se remettre en tête que la plupart des jeux vidéo ne deviennent pas Fortnite ou Minecraft ou World of Warcraft. Il y a énormément de jeux vidéo qui échouent. Et donc quand on démarre sur le travail d'un jeu vidéo, on ne va pas se dire, bon alors comment est-ce qu'on peut faire pour éviter que les joueurs passent trop de temps ? Enfin, c'est pas du tout la question qui se pose. En général, c'est plutôt, est-ce qu'on va réussir à survivre ? Est-ce que le jeu va fonctionner ? Il y a énormément de studios qui ferment et des gens qui sont renvoyés. Ce sont de gros investissements et de nombreuses années de travail. Des grosses équipes, des artistes, des musiciens, des designers, des programmeurs, donc c'est quand même assez complexe. Nous, quand on parle de mécanique de jeu, une mécanique, ça veut dire comment on interagit avec le jeu. Dans Fortnite, une mécanique, ça va être tirer, construire, explorer ce qui se passe dans l'environnement. Ce dont vous parlez, c'est est-ce qu'on va inciter les joueurs à revenir alors qu'ils n'avaient pas forcément envie de jouer. C'est ce qu'on appelle un peu la FOMO, donc le Fear of Missing Out, la peur de manquer. Ce sont des principes où on va proposer aux gens de revenir sur la plateforme parce que pendant cette semaine-là, il y a un événement qui il n'aura jamais plus lieu après et vous pouvez gagner quelque chose qui ne sera jamais plus là après. C'est pas nouveau. Si on réfléchit, les soldes, c'est un peu le même principe. Ouais. Pendant une certaine semaine ou 2 semaines, c'est à ce moment-là qu'il faut y aller, sinon vous risquez de manquer des propositions incroyables. Est-ce que ça, c'est ce que vous appelez une démarche toxique dans le jeu vidéo ? Non, alors ce qu'on appelle la toxicité dans les jeux vidéo, c'est plutôt des comportements, en anglais on utilise le terme disruptif, c'est-à-dire que certaines personnes vont détourner un petit peu le jeu pour avoir des comportements plutôt antisociaux, c'est-à-dire que par exemple, il peut y avoir du harcèlement en ligne ou des gens qui vont se maltraiter ou avoir des comportements sexistes ou racistes. C'est ça qu'on appelle en général la toxicité. D'accord. Dans les jeux vidéo, c'est encore autre chose. On y reviendra là-dessus. Mais je vous laisse terminer sur l'aspect créer du manque, en fait. Oui, alors en fait, il y a 2 éléments. Il y a est-ce que le jeu lui-même, que ce soit le jeu ou la technologie ou la plateforme, est intéressante, elle nous apporte ce qu'on est venu en chercher. Le jeu est un divertissement, donc c'est quand même important que le jeu soit divertissant, sinon ça n'a aucun intérêt. Et il y a quand même une nuance entre est-ce que le film ou le jeu vidéo vous apporte ce que vous vouliez, et donc vous avez envie d'aller jusqu'au bout de la mission ou du film. Par plaisir. Voilà. Ou est-ce qu'on vous force à revenir à un certain moment alors que vous n'aviez pas forcément envie de jouer à ce moment-là, parce que sinon vous allez manquer quelque chose. Alors ça, c'est plutôt des techniques marketing qui existent depuis longtemps. Alors le fear of missing out, c'est un des éléments. On peut aussi parler des loot box, qui est un autre élément où ça peut inciter les gens à acheter ce qu'on appelle des coffres à butin pour obtenir quelque chose dont ils ont envie. Mais comme c'est aléatoire et qu'on ne sait pas quand on peut l'avoir, ça peut inciter... Il faut aller vérifier sans arrêt. On peut du coup en acheter plus, et comme on peut en général il y a 2 monnaies, il y a la monnaie du jeu qui nous permet d'acheter des choses dans le jeu, et on peut acheter la monnaie du jeu avec du vrai argent. Donc ça, quand ces mécaniques là, quand ces éléments là sont utilisés,
ça peut inciter des gens à acheter plus et forcément les adultes sont un peu plus doués, on va dire, à contrôler ce genre d'impulsion. C'est moins le cas pour les adolescents et les enfants. C'est pour ça qu'il y a énormément de débats sur l'utilisation de loot box dans des jeux qui sont destinés aux enfants. Mais donc là, on parle plutôt de pratiques commerciales, finalement, que de questions d'expérience utilisateur qui est davantage votre domaine. C'est ça qu'il faut bien distinguer entre les deux. Donc c'était important d'en parler. Et d'ailleurs, vous avez une démarche intéressante puisque vous travaillez sur l'éthique dans le jeu. Donc vous avez même lancé une initiative Ethical for Games, c'est ça ? C'est Ethical Games. Et Ethical Games. À quoi ça correspond une démarche éthique dans le jeu ? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot ? Oui. Alors, comme vous disiez, il y avait des pratiques commerciales. L'idée, c'est d'essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qui pose problème et pourquoi, et vraiment de décortiquer. Donc, on a parlé de la FOMO, on a parlé des loot box, ce sont des exemples, mais il peut aussi y avoir des pratiques où le joueur doit passer beaucoup de temps à faire quelque chose, et donc, d'un point de vue du game design, pour le coup, on incite les joueurs à rester longtemps, et s'ils ne restent pas assez longtemps ou s'ils ne reviennent pas, ils ne peuvent pas progresser suffisamment. Donc parfois, il y a des pratiques où les joueurs, s'ils ne sont pas là, ils sont un peu punis. Parce que s'ils se déconnectent, ils n'auront pas assez progressé par rapport à leurs amis, alors qu'il y a des jeux qui permettent de se déconnecter et on n'est pas puni, parce que quand on se reconnecte, on récupère plus de points parce qu'on s'est reposé pendant un certain temps. C'est ce que fait World of Warcraft, par exemple. Donc c'est des pratiques comme ça qu'il faut un petit peu repenser, donc, du point de vue game design, aussi du point de vue de ce qu'on appelle les business goals, donc vraiment comment est-ce qu'on va marketer le jeu, quelles vont être les pratiques commerciales qui vont être utilisées, car souvent les jeux sont gratuits, donc il faut trouver un moyen de rentrer dans ces frais. Donc c'est ces pratiques-là. C'est des questions aussi d'inclusion, s'assurer qu'il y a quand même beaucoup plus de diversité dans les jeux qu'on offre, mais aussi du point de vue des professionnels dans le jeu vidéo. Donc il y a deux parties dans cette initiative. Il y a ce qu'on offre aux joueurs, s'assurer que ce soit éthique, que ce soit déontologique et qu'on offre la meilleure expérience possible, mais aussi du côté des travailleurs et des travailleuses, parce qu'il y a des pratiques qui ne sont pas très chouettes dans le jeu vidéo, notamment la pratique ce qu'on appelle le crunch. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, il y a beaucoup d'heures supplémentaires qui sont faites et les équipes peuvent être vraiment très fatiguées, surtout qu'aujourd'hui les jeux sont toujours live, donc ils sont toujours accessibles tout le temps. Il faut toujours faire proposer des nouveaux contenus, donc ça peut être très dur pour les équipes. Et encore une fois, il n'y a pas encore beaucoup de diversité ni d'inclusion du point de vue des personnes qui travaillent dans le jeu vidéo. Donc voilà, c'est ces deux aspects du point de vue des personnes. Qu'est-ce que vous appelez le crunch alors ? Le crunch, c'est les heures supplémentaires. D'accord. Oui, c'est le petit pseudo qui est donné dans le monde du jeu vidéo pour le rendre un petit peu plus mignon, mais en fait, c'est assez intense. Et les équipes, avant de sortir un jeu... C'est le bouclage chez nous, dans la presse. Oui, mais alors parfois, le bouclage, ça peut durer des mois. Ou la charrette pour d'autres. Célia Audin, vous avez publié 2 ouvrages. Alors, je vais citer le premier, Dans le cerveau du gamer, neurosciences et UX dans la conception de jeux vidéo. Que se passe-t-il dans le cerveau des gamers ? Ce qui se passe dans le cerveau de toute personne. En gros, j'utilise ce titre pour recadrer, quand je vous ai dit au début, une expérience se passe dans notre cerveau. Et donc l'idée, c'est de comprendre quand on offre un jeu, quand on crée un jeu, on veut offrir une certaine expérience de jeu. Ça peut être une expérience collaborative, ça peut être une expérience de réflexion. Il y a beaucoup de jeux où il faut découvrir des choses et résoudre des problèmes. Donc en fonction de l'expérience qu'on veut offrir, il faut bien se placer du côté de la personne qui joue plutôt que de notre côté à nous en tant que concepteurs, parce que c'est beaucoup plus facile pour nous de comprendre le jeu, parce qu'on le connaît vraiment comme mais ce joueur, c'est difficile de se mettre dans sa tête, parce qu'il peut avoir 8 ans comme 70 ans. Alors, en général, on cible quand même une catégorie de personnes. La plupart des jeux Ça peut être un homme comme une femme. Alors ça, moi pour le coup, ça ne m'intéresse pas de savoir quel est votre genre. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel type de jeu vous aimez jouer. Est-ce que vous aimez plutôt des jeux qu'on appelle les puzzle games, du type Candy Crush? Est-ce que vous aimez, on appelle ça les match 3, donc on doit matcher trois formes. Est-ce que vous aimez plutôt les jeux d'aventure? Est-ce que vous aimez plutôt les jeux d'action ou de tir? Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, parce qu'en fonction du type de jeu que vous jouez, vous avez un
différents modèles mentaux, différentes attentes par rapport à ce jeu-là. Vous avez des connaissances différentes. Les gens qui jouent beaucoup à Candy Crush ont une expertise beaucoup plus poussée sur ce type de jeu que des gens qui jouent beaucoup à Call of Duty, un jeu de tir, ou à Minecraft ou à Fortnite. Peut-être je vais repartir sur une idée reçue, très classique. Alors quand on joue à Call of Duty, ça veut dire qu'on est violent ou qu'on va le devenir? Non. Alors ça, pour le coup, il y a eu beaucoup de recherches sur le vidéo et malheureusement, ça s'est beaucoup focalisé sur les impacts potentiellement négatifs comme la violence. Là, pour l'instant, il y a rien qui permet de confirmer que si on joue à des jeux vidéo dits violents comme Call of Duty, et encore, il faut s'exprimer sur qu'est-ce qu'on entend par violent, ça n'entraîne pas une violence dans la vie réelle. Ça, il y a quand même énormément on commence à avoir pas mal de recul parce que ça fait une trentaine d'années. Et d'avoir une appétence pour ce type de jeu révèle quoi finalement? Pas grand-chose. Mais les jeux de tir, ce qui est intéressant, c'est la mécanique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des jeux de tir où on va, je ne sais pas moi, viser des cibles, ou que ce soit le tir à l'arc, ou que ce soit quand on vise avec une balle. Le basketball, c'est quand même une mécanique de tir où on doit viser et on doit faire un certain geste pour arriver à toucher notre cible. Donc c'est de l'adresse plutôt, de la précision, de la rapidité. Il y a le côté multijoueur aussi. Collaboration. Il y a collaboration. Il faut se coordonner. Dans les jeux de tir, bien souvent, il y a plusieurs modes. Il y a par exemple un mode où il faut capturer des points stratégiques. Donc il faut bien se coordonner pour arriver à faire ça. Voilà. Après, moi j'aime bien les jeux de tir parce que c'est vrai que ça me détend. Mais j'aime aussi beaucoup les jeux où on doit réfléchir, où il y a une énigme qu'il faut comprendre pour avancer. Et ça qui est chouette. Ce qui est intéressant, c'est que vous nous faites percevoir ce qui se passe derrière, vraiment dans le cerveau du joueur face au jeu. C'est pas ce qui vous intéresse, c'est pas forcément est-ce qu'il va tirer sur un être qui semble être un être humain ou une banane. C'est finalement qu'est-ce qu'il prend comme plaisir, quel est l'intérêt, qu'est-ce qu'il va développer peut-être aussi comme capacité. Est-ce que ça travaille la capacité, l'élasticité cérébrale, par exemple? Absolument. Mais tout jeu, en fait, est très intéressant pour le développement cognitif. Donc ça, c'est ma spécialité, comment on développe nos processus mentaux qui nous permettent d'acquérir de la connaissance, donc comme la mémoire, le langage, l'attention. Les jeux, de façon générale, sont très bons pour ça. On sait que l'enfant se développe énormément en jouant. Donc c'est important, c'est pas jouer tout le temps la même chose, bien sûr, mais même en tant qu'adulte. Du jeu physique. Des jeux vidéo, de la lecture, des jeux de balles, de ballons. Tout ça, ça va être très important pour développer plein de capacités différentes. Et les jeux vidéo permettent aussi de développer certaines compétences. Alors, il y a aussi des recherches là-dessus. Par exemple, les jeux d'action, comme vous en avez parlé, les jeux de tir, on sait qu'elles permettent de développer développer certaines compétences qu'on appelle la cognition spatiale, donc pour se repérer dans l'espace et pour arriver à suivre plusieurs points sur un écran en même temps. Ça peut être très utile quand on conduit, par exemple, de pouvoir vérifier tous les éléments qui sont en train de bouger en même temps. Donc on sait que les jeux vidéo d'action permettent de développer ce genre de compétences. Alors, on va arriver à un moment un petit peu particulier de l'interview. C'est un passage interview express où je vais vous poser des questions très ouvertes. D'accord. Il s'agit de répondre assez rapidement et de manière spontanée. C'est ça qui nous intéresse et ça parle de vous, vraiment. Alors, première question, vos rêves? Je rêve d'un monde où la pensée critique est beaucoup plus valorisée et où on a beaucoup plus d'inclusion et de différence de perspective. Vos peurs? Qu'on n'y arrive pas. D'accord. Et vos interrogations? Ma principale interrogation dans ma vie, c'est un petit peu comprendre qu'est-ce qui nous empêche justement d'arriver à ce genre de choses, à collaborer entre personnes, entre nations, entre différentes cultures. Ça, c'est vraiment passionnant d'essayer de comprendre comment les êtres humains fonctionnent, comment on peut arriver à construire des choses ensemble qui nous permettent une plus grande équité dans le monde. C'est une grande interrogation et ça fait travailler beaucoup de philosophes et de spécialistes en sciences cognitives et en sciences humaines.
Et ça m'a toujours tenu à cœur. Et on voit tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, notamment aux États-Unis. C'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir avancer, arriver à pouvoir construire tous ensemble. Et comment est-ce qu'on peut arriver à dépasser nos différences et à construire de façon en utilisant la pensée critique et une démarche scientifique. Votre idée fixe? Je ne sais pas trop, là, pour le coup, je ne sais pas si j'ai une idée fixe. Peut-être que le jeu puisse nous y aider à collaborer. Oui et non, alors je suis même pas, j'ai pas du tout une idée fixe sur le jeu vidéo, j'ai plutôt une idée fixe sur les sciences en général et les arts, parce que le jeu vidéo est aussi une forme d'art, c'est ce qu'on oublie un peu souvent de rappeler. Donc oui, les arts et les sciences, ça a toujours été un peu mes disciplines qui m'ont toujours passionnée. Mais idée fixe, D'accord, on passe. Le futur, vous l'imaginez comment? Aïe, aïe, aïe. Eh bien, écoutez, ça dépend des jours. Il y a des jours où je me demande comment on va y arriver avec des grandes questions qu'on a aujourd'hui qui nécessitent une coordination globale, notamment le réchauffement climatique. En fait, le futur, c'est une grande interrogation pour moi. Je passe à la suivante, qu'on doit aller très vite. La prochaine révolution dans le jeu vidéo, vous l'imaginez déjà? Elle est déjà en train de se faire. Le jeu vidéo va devenir un petit peu une plateforme sociale. Ce qu'on voit déjà, ce qui se passe avec Fortnite. Donc, ça va être plus qu'un jeu. Ça va être vraiment un environnement où on va se retrouver. On va pouvoir faire plein de choses. On l'a vu à Fortnite. Maintenant, c'est un endroit où on peut juste danser avec des amis. On peut regarder un film ou regarder un concert. Et vous, dans 5 ans, vous serez? Aucune idée. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien dans ma vie. C'est un petit peu avoir des surprises et pouvoir un peu suivre mes envies. J'espère que ça va durer. Je vous le souhaite. Ce sera mon vœu pour vous pour 2021. Merci beaucoup, Célia Audan, docteur en psychologie, experte en expérience utilisateur, spécialiste des sciences cognitives appliquées aux jeux vidéo. Vous restez avec nous. Juste après la pause, on part dans l'espace en quête d'une planète mystère dans notre système solaire. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous sur l'espace avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'une découverte bien mystérieuse. Il y aurait une planète mystère cachée dans notre système solaire. Oui, dans notre système solaire. C'est ça qui est le plus fou dans cette histoire. Système qui compte 8 planètes aujourd'hui depuis qu'on a ôté le titre de planète à Pluton, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Uranus et Neptune. Mais depuis un petit moment déjà, la communauté scientifique se demande s'il n'y aurait pas une 9e planète dans notre système solaire. Où se cacherait-elle précisément? Alors, en fait, elle serait au-delà de Neptune, la dernière planète de notre système solaire, et même peut-être au-delà de la ceinture de Kuiper. Mais pour l'instant, on n'a jamais pu l'observer. Et pourquoi croit-on qu'elle est cachée par là? On a eu des signaux qui commencent à aller dans ce sens-là. On a capté des perturbations en fait au niveau de l'orbite de plusieurs objets qui se trouvent au-delà de Neptune. Tous ces objets auraient tendance à se réunir dans une même orbite. Et ça, c'est assez étonnant. Pour les chercheurs, c'est le signe qu'une planète est cachée derrière avec une masse énorme. Et on en a déjà parlé sur ce plateau, plus la masse est grande, plus la force d'attraction de la planète va être grande. Et ça expliquerait ces mouvements de ces objets qui sont transneptuniens, c'est-à-dire que ce sont des objets qui sont au-delà de Neptune aujourd'hui. Et alors, elle pourrait ressembler à quoi cette planète? Est-ce qu'on peut imaginer, y a-t-il une hypothèse qu'elle ressemble à la Terre? Alors, on peut imaginer qu'elle ressemble à la Terre. En réalité, pas du tout. D'accord. Non, en fait, les scientifiques ont commencé des modélisations sur le sujet. Ils imaginent plutôt qu'elle ressemblerait à une géante gazeuse comme Jupiter ou Saturne avec une température au sol de moins 226 degrés Celsius. C'est pas beaucoup. Non, effectivement, ça fait froid. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous demander? Oui, pourquoi elle aurait atterri aussi loin de notre système? Alors, c'est là que c'est intéressant. En fait, la question, c'est aussi, est-ce que c'est possible qu'une planète soit aussi loin de son Soleil? Alors, pour répondre à cette question, Hubble, et c'est là que l'actualité nous rattrape, a fait une découverte intéressante il y a quelques semaines en observant une exoplanète, c'est-à-dire une planète hors de notre système solaire qui ne nous concerne pas dans ce cas-là. Cette exoplanète, elle est très loin de son étoile, vraiment très 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 loin.
700 fois plus loin que la Terre de notre Soleil. Et on s'est dit, si cette exoplanète, elle peut être si loin de son étoile, alors il est possible que dans notre système solaire, une planète soit si loin de notre Soleil. Donc on a étudié l'attitude de cette exoplanète et on s'est rendu compte que les mouvements autour, les objets qui se trouvaient autour de cette exoplanète correspondaient assez aux objets, aux TNO, aux objets transneptuniens dont on a parlé tout à l'heure, et aux mouvements qu'on peut observer de leur orbite. Partant de là, on s'est dit qu'on pouvait imaginer pourquoi cette planète serait si loin, puisqu'en étudiant l'exoplanète, on a eu quelques réponses sur ce point. Alors la théorie pour l'instant, c'est que cette planète mystère, cette 9e planète, serait née en même temps que notre système solaire. Et puis ensuite, elle aurait été éjectée par l'attraction de Jupiter, qui est la plus grosse planète de notre système solaire, pour finir enfin peut-être au-delà de la ceinture de Kuiper. Vous savez, la ceinture de Kuiper, on en a parlé déjà, hein, c'est la ceinture d'astéroïdes qui entoure notre système solaire, et ça fait sens puisqu'il y a pas mal d'objets qui bougent, beaucoup d'astéroïdes se trouvent là-bas, voilà. Est-ce qu'on aurait une chance de pouvoir l'observer ? Alors, on aurait une chance de pouvoir l'observer parce que la technologie commence à le permettre. D'abord avec le successeur d'Hubble, le télescope James Webb, qui est en train d'être construit, en train d'être terminé. Il devrait être lancé en octobre 2021. Et ce télescope permettra peut-être d'identifier enfin cette planète mystère parce qu'il marche à l'infrarouge. Et on suppose que cette planète mystère aurait une atmosphère très lumineuse aux rayons infrarouges. Il y a aussi une autre option, c'est le télescope LSST qui est en train aussi d'être construit au Chili, qui a la plus grande résolution jamais construite pour un télescope au monde aujourd'hui avec sa caméra numérique. Et donc en plus, il a été construit spécialement pour observer ces objets mystérieux dans le ciel comme ça. Donc on peut se dire qu'avec la technologie qui est en train d'arriver, on pourra lever le voile, non pas que sur ce mystère-là, mais aussi sur plein d'autres mystères qui entourent l'espace aujourd'hui, en tout cas sur les mystères de notre système solaire. Un vœu supplémentaire pour la nouvelle année. Exactement. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Célia Audan, c'est passionnant ces aventures spatiales. Oui, j'adore. Non, mais de toute façon, les sciences, de façon générale, c'est vraiment fascinant. Il y a tellement de choses à apprendre. Alors, moi, je voulais vraiment vous remercier d'être passé ici. Je disais, vous habitez en Silicon Valley, normalement. J'habite autour de Los Angeles, donc c'est un peu... Ah, Los Angeles, oui. D'accord, pardon, excusez-moi. On est au surlendemain des événements qui ont lieu à Washington, au Capitole. Vous rentrez plutôt inquiète, soucieuse ? Ça fait pas mal de temps que je suis inquiète en regardant ce qui se passe. Oui, j'attends avec impatience le 20 janvier, qui est la date de la passation de pouvoir. On va voir ce qui va se passer. Mais ce qui est inquiétant, c'est que ce mouvement est là et il va rester là. Donc, on va voir comment on va pouvoir le dépasser. Comme je vous disais auparavant, arriver à travailler ensemble. Mais comment est-ce qu'on peut travailler avec des gens qui expriment ce genre de violence et de rejet de valeurs qui sont très importantes, comme les démarches scientifiques, la pensée critique et ce genre de choses. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète. Comment est-ce qu'on peut dépasser ça ? Et maintenant que c'est installé, qu'est-ce qu'on en fait ? Merci beaucoup. Alors, on va laisser Cécilia Sévry partir changer de plateau et nous présenter le Lab Startup avec 4 nouvelles jeunes pousses innovantes et on se retrouve juste après. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Célia Audan, docteur en psychologie. J'espère que vous aurez apprécié cette expérience utilisateur de Smartech, comme nous avons pu apprécier votre expertise dans l'application des sciences cognitives aux jeux vidéo. Alors je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous retrouve dès lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.